Didier. Didier. Et vous, votre prénom? Didier Jalil. Jalil. Comme ça, on s'appelle par le prénom. Ouais, Jalil. Thierry, Didier. Tu me dis. Je te vois pas. Bonjour à toutes et tous, petit léger contretemps. Oui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau format du 48 Échos. Alors un format très particulier aujourd'hui, d'ailleurs ils sont tous originaux nos 48 Échos. On est aujourd'hui dans une entreprise qu'on va vous présenter. Nous sommes sur la zone d'activité économique du Cosdoche de Mende et nous sommes au cœur de l'entreprise, au cœur d'une unité de production. Et nous avons choisi l'entreprise Angelvin Bois Moulé, qui aujourd'hui est représentée par Didier Dubin. Bonjour Didier. Donc, ravi de vous accueillir à Angelvin Bois Moulé, Ouais. avec nos 30 ans d'expérience, une usine reconnue maintenant On pour va en notre parler. qualité. Ouais, merci. Voilà. Et alors, à côté de nous, entre nous, quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas encore, mais qu'il faut connaître absolument, Jalil Benabila. Bonjour. Bonjour Jalil. Bonjour. Alors Jalil est vice-président de la région, en charge de l'économie, de l'innovation. C'est un peu l'homme qui monte, c'est un très proche de Carole Delga. Il est très très investi. On va lui demander comment on fait pour animer 13 territoires, tellement l'Occitanie elle est grande. On verra aussi quels sont les accompagnements de la région. Il est vice-président d'ADOC, qui est un outil important dans chacun des départements et chez nous également. Jalil, on prendra un petit peu de temps parce que tu passes une journée et on reviendra sur la matinée que nous avons vécue à écouter les besoins exprimés par les chefs d'entreprise. Mais c'est sûr à Didier que je veux quand même, parce que c'est notre puissance invitante aujourd'hui, donner la parole. Comment, quand quelqu'un vient comme Jalil sur le territoire, comment tu présentes Angelvin Bois Moulé? Alors, Angelvin Bois Moulé, attaché au territoire, pourquoi on est là? Parce qu'il y a 30 ans, la ressource bois, elle était pléthorique et il fallait, M. Angelvin a souhaité construire une entreprise pour réutiliser des bois qui étaient à l'époque des déchets. Maintenant, c'est devenu des produits connexes avec une valeur qui a fortement évolué au bout de 30 ans. Et il fallait valoriser ces produits qui étaient inutilisés, brûlés à mauvais escient. Donc du coup, trouver des ressources et trouver aussi après comment évacuer ces produits, trouver les clients, les filières. On s'est adapté au fur et à mesure des besoins. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce que produit Angelvin Bois Moulé, concrètement? Alors, depuis 30 ans, nous avons énormément évolué dans les produits. Les produits actuels qui nous font vivre, c'est les produits du bâtiment, les entrevaux, les ourdis pour le bâtiment. Ce sont un énorme marché qui vous permet à construire des dalles en béton. Entre deux poutrelles, on pose des ourdis bois et cela permet des temps de pose bien réduits, beaucoup moins d'efforts pour les maçons, et c'est un produit très recherché avec un bilan carbone, je ne sais pas si on en reparlera un peu plus tard, mais fortement positif. Voilà. Donc c'est 55% de notre chiffre d'affaires. Après, la palette bois moulé, qui est une partie importante de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est pour remplacer la palette standard. Un produit sec, facile, où on en met un maximum dans un camion, valable aussi pour l'export. NIMP15 naturellement, donc à l'export, on a une bonne carte à jouer. Et après, beaucoup de structures de sièges de bureau, où on a la chance de fabriquer pour les principaux producteurs de sièges de bureau européens. Voilà, Okay. Surtout allemands. Voilà. Alors, une orientation très stratégique faite il y a très peu d'années finalement, en abandonnant un marché historique et puis en partant sur des produits nouveaux. Voilà, c'est vrai qu'il y a 30 ans, l'usine était née des dés de palette, le dé de palette, l'entretoise entre la planche supérieure et inférieure de la palette. Mais c'était un métier mal, où on valorisait mal notre technologie, on ne gagnait pas vraiment notre vie sur ce produit. Donc du coup, au fur et à mesure qu'on a pu trouver des nouveaux marchés,
il était opportun de s'éloigner de ce métier-là et de favoriser les métiers qui nous permettaient de faire progresser l'entreprise. Sinon, c'est un modèle économique qui n'aurait pas été viable. Ok. On a combien de collaborateurs aujourd'hui dans l'usine? Alors l'entreprise Angelvin Bois Moulé, pour un fonctionnement 5-8, c'est assez particulier, j'insiste, c'est 1er mai, 1er novembre, 14 juillet, 5-8, c'est 7600 heures de production par an. Voilà, et 5 équipes, 33 salariés, 5 équipes de 4 personnes et le reste, 5-6 équipes à la maintenance, un responsable qualité, un responsable production, un cariste et 3 administratifs. Voilà. Alors moi j'ai quelques notes qui veulent s'envoler, donc c'est un petit peu compliqué, mais je le dis, nous, chefs de commerce, on a beaucoup de chance de connaître cette entreprise et qu'on accompagne. Je vois dans la note, entre 2017 et 2021, l'entreprise a investi près de 7 millions d'euros. Oui, c'est remarquable, mais c'était suite à une... Et elle a investi chaque année. Nouvelle presse robot 6 axes en 2017, en 2018, des moules double empreinte, récupération chaleur fatale en 2019, en 2020, alors qu'on est en Covid, nouvelle ligne de production, 2021 de nouvelles presses, on n'arrête pas. Oui. Ben, j'ai plein d'idées et nos clients nous suivaient bien. Alors donc la conjoncture des deux fait que ça a avancé et puis la famille Angelvin qui était toujours prenante et disait on réinvestit tout, il faut que l'entreprise prospère et qu'elle évolue. Donc du coup c'était facile, allez on va dire, okay. Avec un bon carnet de commandes et une envie de faire. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de Big Boss? L'actionnariat, il est comment aujourd'hui? Oui, alors du coup, monsieur Angelvin, la famille Angelvin s'est retirée de l'entreprise depuis quelque chose comme novembre. Et du coup, nous avons un nouvel actionnaire qui croit dur comme fer, dur comme du bois, on va dire, au bois moulé et à la technologie. Et du coup, qui a racheté l'entreprise, ils sont à 100% propriétaires et qui souhaitent encore développer Angelvin Bois Moulé. Et dès leur rachat, ils nous ont laissé investir dans 2 nouvelles presses pour quelque chose comme 2,6 millions d'euros pour encore démocratiser le bois moulé, trouver des nouvelles débouchés, puisqu'ils sont persuadés que l'utilisation du bois dans l'emballage, les produits du bâtiment, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc ils m'ont dit go, on y va encore. Voilà, merci. Tout simplement. Alors à travers ces investissements, dans la note, je vois aussi l'accompagnement qu'a pu faire la région. Rien n'est possible sans cet accompagnement-là, donc je vais passer la parole à Djalil. Ici, on est dans l'exemple type de l'effet de levier que peut procurer la région, mais tu as beaucoup d'exemples à donner dans la région. Ici, c'est quand même un peu bonheur comme entreprise. Oui, c'est vrai. Ici, on est dans l'industrie, dans la vraie industrie, dans une industrie productive avec des outils vraiment performants et puis un savoir-faire, pas seulement sur les produits que vous avez développés, mais c'est un savoir-faire, ce que j'ai appris ce matin en visitant l'entreprise, un savoir-faire sur les technologies qui permettent de développer l'outil. Donc, ils ont un savoir-faire. Toutes les machines ont été développées ici et toute la robotisation de l'entreprise a été faite par les salariés et par... C'est ça qui m'a marqué, c'est que la robotique, elle soit programmée ici, même dans le tout a été fait ici. Ouais. Et donc, on n'a pas acheté des machines qu'on a juste installées avec des cabinets qui sont venus pour dire ce qu'il faut faire. Donc, tout a été développé ici. Et ça montre pas seulement donc, la richesse de notre écosystème, des entreprises industrielles, et ça va dans le sens de notre volonté de réindustrialiser notre région et de continuer à soutenir les entreprises qui vont bien sûr créer non seulement de la valeur sur les territoires comme ici, créer de la richesse, créer de l'emploi, mais aussi perpétuer cette tradition industrielle. Et puis pourquoi pas, moi je discutais avec lui en aparté tout à l'heure, je disais votre savoir-faire vous devriez le mettre à disposition d'autres secteurs industriels, pas forcément concurrents, mais dans lesquels on peut avoir besoin de son expertise et celle de ses salariés. Oui, on parlait du Tarn tout à l'heure, avec des exemples de moules. Où on achète des équipements qui viennent parfois de pays étrangers, etc. On les installe et on se fait accompagner sur cette ingénierie-là. Ce savoir-faire existe, il est performant, il a fait ses preuves. Donc on pourrait le mettre à disposition de notre écosystème régional. Merci Djalil. Alors, vous présentez un petit peu l'homme quand même, parce que personnage un peu atypique. Djalil, c'est un vice-président de la région, mais c'est d'abord un chef d'entreprise. Voilà. Et c'est ce qui change aussi beaucoup de choses. Question un peu personnelle, comment on fait pour allier une entreprise qui est quand même de plus de 50 salariés et puis
qui a de grosses responsabilités. 13 départements, comment on fait pour être partout comme aujourd'hui dans le département de la Lozère, quand on est chef d'entreprise soi-même, quoi. Vous avez raison, je suis chef d'entreprise, ça c'est mon métier, mais je suis vice-président de la région, ça c'est ma mission. La mission que vous m'avez confiée, vous et donc nos concitoyens. Donc j'essaie de la faire au mieux avec vraiment beaucoup d'engagement et on va dire sans oublier la promesse, celle de rendre au territoire ce qu'il nous a donné. C'est aussi celle d'être fidèle à ceux qui nous ont fait confiance et qui attendent de nous un engagement total et absolu. Donc comment on combine? C'est d'abord un cheminement. Moi j'ai créé mon entreprise il y a 23 ans. Aujourd'hui elle est stabilisée. Il y a un comité de pilotage, il y a un comité de direction et un comité stratégique qui la pilote. Je ne suis plus dans l'opérationnel, c'est vrai, mais je continue à diriger. Je suis président directeur général de mon entreprise et donc tous les engagements importants, stratégiques, financiers, grands comptes, je les valide avec mon comité de direction. Mais j'ai des gens de confiance, on va dire, et des gens très compétents qui pilotent opérationnellement l'entreprise tous les jours. Mais c'est un cheminement parce qu'avant d'être vice-président de la région, j'étais déjà engagé, j'étais élu local, j'étais conseiller municipal à Alès et vice-président de l'agglomération, charge de l'économie entre autres. Et j'étais aussi président d'un réseau d'entreprises qui s'appelle Leader, qui donc comptait 230 entreprises qui sont dans toute la région. Et ça m'obligeait déjà à être dans l'implication, on va dire, économique et donc de participer à cet écosystème. Alors, transition à peu près toute trouvée. Quelle est la stratégie que tu as impulsée au niveau régional dans les choix d'aide à l'économie de l'Occitanie? Alors, d'abord, on a fait la nouvelle stratégie, on l'a écrite ensemble, en concertant le plus grand nombre d'acteurs économiques, chefs d'entreprise, syndicats professionnels, représentants de salariés, partenaires institutionnels, partenaires consulaires, vous en avez fait partie. On a concerté. Donc ça, c'était pour réécrire la feuille de route économique 2022-2028. Il a fallu élargir le champ du possible. Pourquoi? Ne serait-ce que pour actualiser bien sûr l'ancien schéma, mais aussi tenir compte de cette crise majeure qu'on a connue, la Covid, qui a changé pas mal de paradigmes et qui a amené de nouveaux questionnements, et puis une réorganisation du travail, et puis là aussi la crise internationale, le contexte géopolitique qui a amené aussi de nouveaux questionnements sur notre souveraineté, sur notre capacité à travailler sans être dépendant d'un certain nombre. Vous avez vu les coûts de matières premières, l'énergie, enfin toutes les menaces que nous avons subies. Donc tenons compte de tous ces contextes-là, on a écrit la feuille de route ensemble pour une ambition partagée avec l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, il faut animer cela. Alors évidemment, il y a des transformations, c'est le mot, c'est une économie à impact et une économie transformante. Et donc on va essayer d'accompagner cette nécessaire transformation de nos modèles économiques pour tenir compte de 3 paramètres. La nécessaire prise en compte de l'urgence climatique, la transition donc écologique qui est aujourd'hui n'est plus une option, c'est une obligation et les plus récalcitrants ont été convaincus par les derniers épisodes de sécheresse, de manque d'eau, mais aussi de dérèglement climatique. On a aussi une nécessaire transformation sociale et sociétale pour la prise en compte de la quête de sens, de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, du partage de valeurs, de tout ce qui est... On va au-delà du bien-être au travail, on va maintenant dans la sphère précisément privée avec l'hybridation du travail, le télétravail, la réorganisation du travail et la quête de sens vraiment, notamment les jeunes qui demandent non seulement un salaire mais qui veulent donner un sens à leurs actions, à leurs activités. Et enfin, une transformation importante qui a commencé avant la Covid par la transformation digitale au numérique, mais qui aujourd'hui doit englober la transformation technologique. Et on est aujourd'hui dans un exemple de cette transformation où on va optimiser, réduire la pénibilité, réduire les risques, gagner de l'énergie, gagner de la productivité pour rester compétitif et faire évoluer l'outil de production. On a un peu de retard par rapport à nos pays voisins. Pas seulement l'Allemagne, mais même par rapport au Portugal et à des pays comme ça, on est un peu en retard sur le renouvellement de l'outil productif pour qu'il soit plus vert, moins encombrant, plus sécurisé et moins consommateur d'énergie. Okay. Ce matin, Jalil était devant un parterre de chefs d'entreprise et nous disions que nous avons été, pendant la période de Covid, dans la meilleure des régions. 800 millions d'euros d'investissement, forcément qu'il fallait changer puisqu'on a changé d'époque et de période. Mais on peut dire qu'il y a eu un effet de levier dans tous les départements. Ça, ce n'est pas une question, c'est moi qui l'affirme. Je le vois parce qu'aujourd'hui,
J'ai un nombre de créations d'entreprises à la Chambre de commerce qui est plus important qu'avant. On a véritablement donné confiance dans les territoires. On a évité une grosse catastrophe économique. Tu as raison Thierry, c'est d'abord on a pris la mesure de la difficulté dans laquelle on se retrouvait. On a complété des dispositifs nationaux. Il ne faut pas oublier que l'État était très présent évidemment et a mis des moyens colossaux, mais la région a mis près de 800 millions d'euros pour aider son économie. C'est 65 000 entreprises qui ont été directement aidées. C'est en moyenne par rapport aux autres régions presque le double de la moyenne des autres régions, ce qui veut dire que la région a été présente, a répondu présent avec les partenaires, en coordination avec l'État, et je le dis bien, on a travaillé intelligemment ensemble. Et moi, sous l'impulsion de la présidente Carole Delga et en intelligence avec le préfet de région, il y a eu un écosystème, une intelligence collective qui s'est mise autour de ces, on va dire, deux impulseurs de notre économie. Et cette intelligence collective, il faut qu'on la maintienne, il faut qu'on la préserve. C'est une de mes missions pour continuer à travailler ensemble. La deuxième consigne et conséquence aussi de cette crise et ce travail-là, c'est la présidente Carole Delga nous demande de territorialiser notre économie, d'être très attentif au développement de notre économie dans les territoires, à l'implantation de l'exogène, d'investissement exogène aussi dans les territoires et de lutter contre l'hypermétropolisation tout en bien sûr en gardant nos champions, qu'ils soient universitaires, économiques ou industriels, qui sont autour des métropoles, bien sûr en les soutenant. Donc on a une vraie préoccupation pour les territoires, pour continuer à les développer économiquement, socialement, mais aussi sur la question importante ici en Lozère de l'attractivité et donc de faire venir pour lutter contre les difficultés de recrutement dans un territoire qui a peu de chômage. Et moi j'ai entendu ce matin, oui, des programmes qui changent, des choses qui ont été pensées dans le schéma où nous avons participé, oui, mais on laissera personne à côté d'une politique. Il y a toujours un mouton à 5 pattes et la Lozère c'est aussi souvent le mouton à 5 pattes quoi. Donc on étudie tout. Alors oui, je l'ai dit, donc je le répète, la présidente l'a dit aussi, notre volonté c'est d'apporter des réponses structurées, cartésiennes, compréhensibles. Donc on a simplifié nos dispositifs, on les a rationalisés. Aujourd'hui nous avons 3 contrats précis, un contrat innovation pour les entreprises innovantes et qui veulent investir et grandir. On a un contrat entreprise d'avenir et on a un contrat 3S qui veut dire structurant, souverain et stratégique. Mais on sait, bien sûr, on est à l'écoute des projets qui sont impactants pour le territoire, qui ne sont pas forcément dans toutes les cases et pour lesquels il faut avoir une attention bienveillante. Et on sera toujours attentif à cela parce que nous ne sommes pas que des robots ou des logiciels, nous sommes tous des êtres humains et on sait écouter quand un territoire a besoin d'un coup de pouce ou quand une entreprise ou quand une structure a besoin d'un coup de pouce parce qu'elle apporte de la valeur, de l'ancrage territorial, de l'attractivité et des choses parfois non mesurables techniquement et économiquement. Alors j'ai préparé cette émission. Oui, ces paroles dans notre intérêt justement. Bravo. On n'est peut-être pas dans toutes les cases, mais il faut penser à nous pour notre prochain investissement. Moi je réponds. On a déjà pensé à vous plusieurs fois. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits avec la région. Donc on était là et on sera là à l'avenir. Il faut trouver bien sûr la bonne adéquation entre, on va dire, des entreprises qui ont des besoins réels. Vous avez parlé de effet de levier. L'euro qu'on dépense doit être bien utilisé et donc nous sommes redevables aussi aux citoyens de la qualité de nos dépenses et de l'investissement à moyen et long terme. Et donc on a une vision vraiment constructive et proactive avec les acteurs. Vous connaissez le terrain mieux que nous et on travaille avec vous, avec notre agence de développement économique ad hoc qui est sur tous les territoires, avec nos services pour que chaque euro investi puisse être un vrai levier vraiment impactant pour le territoire. Et c'est vraiment ça les critères et donc on est très regardant sur ça. Alors nettement, la région, toutes les aides qui nous ont données, 10-20%, ça a été vraiment un levier. C'est le petit plus qui lance le projet et qui permet d'en reprendre un derrière et au fur et à mesure. Sincèrement, ça a été un levier important. Le passe rebond a été une très bonne initiative. Ça nous a permis de prendre de l'avance sur 4 points qui n'étaient pas cruciaux, mais que finalement, maintenant, on les a et on ne peut plus s'en passer. Donc du coup, on aurait réinvesti dessus. Donc c'est super. Alors effectivement pour des entreprises qui ont maintenant grandi, qui ont des moyens, qui ont été par exemple dans votre cas rachetés par des entreprises structurées importantes, qui ont
on a aussi des outils d'ingénierie financière. On n'a pas seulement de la subvention, de l'aide, etc., comme pour les TPE, les PME. On a aussi aujourd'hui doublé le fonds souverain régional qui était de 200 millions d'euros. La présidente a voulu le renforcer. On est aujourd'hui à 400 millions d'euros qui sont des outils de prise de participation dans des entreprises qui ont du sens pour nous, dans le cadre de notre stratégie et pour les territoires. Mais aussi, on peut participer en haut de bilan, en obligation convertible, en prêt, etc. Donc on est aussi doté de manière un peu significative pour pouvoir accompagner des entreprises qui ont de l'ambition. Alors, on n'est pas venu dans cette entreprise non plus par hasard. On a choisi aussi cette entreprise parce qu'elle a quelque chose de particulier. Et on va parler d'environnement et de bilan carbone. Quand j'ai préparé un petit peu avec Didier, il m'a dit je souhaite mettre l'accent sur 2 choses. La première, tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai des fabuleux collaborateurs. Totalement. Voilà. À tout. C'est la première chose que tu m'as dit. Production, maintenance, je ne veux pas en oublier une qualité au secrétariat. Je suis entouré que de gens superbes. Et la deuxième chose qui est importante, et c'est aussi le critère qui fait qu'on est ici, c'est que, écoutez-moi bien, cette entreprise ne consomme pas du carbone, mais elle en stocke. C'est-à-dire qu'elle apporte une plus-value environnementale à la planète. Alors que même que le principe d'une entreprise, c'est de générer de la consommation carbone, et bien ici, c'est le contraire. Explique-nous dans le détail, de la manière la plus compréhensible par ceux qui nous regardent. Voilà, dans les produits du bâtiment, puisque je vous ai dit ça représentait 55% de notre chiffre d'affaires, il a été instruit il y a 3 ans par le centre technique du bâtiment et le FCBA qui est le centre technique du bois. Pendant 18 mois, ils ont eu accès à tous nos bilans comptables et tout ça pour savoir qu'est-ce que ça coûtait à la nature, à l'environnement de créer du bois moulé. Et le bilan est plus que favorable puisqu'on doit stocker 7,8 kg carbone, équivalent carbone pour les produits du bâtiment, ce qui permet, admettons, de créer des planchers qui sont encore vertueux, c'est-à-dire qu'ils vont stocker du carbone plutôt que d'en avoir émis pour les produits du bâtiment, et ça c'est un levier magnifique. Au début, on n'y croyait pas tout à fait, ça aurait pu être une contrainte pour nous parce que ça aurait pu appuyer là où ça fait mal. Mais avec la production de biomasse, l'énergie telle qu'on l'a produit, qui n'est pas venue de l'électricité, qui est de l'eau surchauffée, le séchage du bois qui est optimisé, enfin, toute cette spirale-là d'investissement permanent a été contrôlée par Bureau Veritas et tout ça. Et ils ont dit que c'était super ce qu'on faisait et du coup, c'est un gros levier, nous, pour vendre après nos produits. Jalil, la planète se porterait moins bien si Angelvin Bois Moulé n'existait pas. Non, mais c'est un très très bon exemple, c'est une belle illustration. Nous sommes convaincus qu'il y a des marges de progrès dans toute notre industrie et dans toutes nos entreprises de manière sur les 3 leviers que j'ai cités tout à l'heure. Le levier environnemental est très important. Vous avez vu les investissements qu'on a mis en place, nous, pour les énergies renouvelables, pour l'hydrogène, pour les SAF, pour l'aviation donc décarbonée. On a mis beaucoup d'investissements sur, on va dire, tout ce qui va permettre à la région d'être la région à énergie positive et la première région d'Europe à énergie positive. Ça veut dire que tous les efforts que les industriels font, et là il y a des marges vraiment de progrès importants, que ce soit sur on va dire, moins de consommation d'énergie, de produire donc de manière résiliente, mais aussi sur l'amélioration de l'outil productif pour qu'il puisse aussi être moins énergivore, moins polluant, et ensuite, bien sûr, sur les aspects qu'il a dit, aussi sur la sécurité, le confort de ses salariés. Donc, ce sont des aspects pour nous qui il est un sont cœur de cible pour toi. C'est un cœur de cible, c'est important, c'est vrai. Ce qu'il fait est extraordinaire. On l'a accompagné, on est ravis du résultat, au point qu'il est devenu tellement séduisant que d'autres l'ont vu, l'ont repéré et l'ont racheté. Et aujourd'hui, il est dans un confort dans lequel il a la capacité d'investir, il a la capacité de progresser, de grandir. C'est très bon pour le territoire. Et je veux dire aussi quelque chose sur des chefs d'entreprise comme Didier, qui sont des chefs d'entreprise concernés, impliqués, dire aussi fidèles à des territoires. Voilà, ils n'ont pas d'autre scénario que de rester ici, de grandir ici et de faire grandir avec eux leur écosystème, leurs sous-traitants, leurs partenaires, mais aussi les enfants du pays pour pouvoir créer de l'emploi. Et pour nous, cet ancrage territorial est très important. On le retrouve dans les TPE, les PME et jusqu'aux ETI. Donc c'est aussi ça la force de notre territoire. Oui, donc ça veut dire qu'on a encore plus plaisir quand c'est territorialisé
de venir voir le résultat de notre investissement ou de notre aide. Nous sommes convaincus. Nous avons une des plus belles régions de France, vous le savez, mais Non, on a 13. la plus belle. Voilà, la modestie m'oblige à ne pas faire des adjectifs plus forts que ça, mais en tout cas, on a la plus belle région de France. Et on a 13 départements, mais avec des richesses extraordinaires. Donc, on a la montagne, la mer, on a des zones très touristiques, on a des bassins industriels, on a tout ce qu'il faut. On a 10 bassins de territoire d'industrie, mais on a 2 métropoles magnifiques qui sont vraiment des centres d'excellence en termes d'enseignement supérieur, de recherche, et aussi en termes d'innovation et d'économie. Mais il faut savoir qu'il y a des hétérogénéités importantes entre ces territoires en matière de chômage, en matière de captation, d'investissement exogène, en matière de capacité à fournir de l'emploi. Ici, on est à moins de 5%, on est à 4 et quelques % de chômage. On a d'autres pas très loin, on dépasse les 11%. Donc on peut aussi réfléchir à comment les territoires, nos bassins d'emploi, nos bassins de vie, nos départements puissent travailler intelligemment ensemble dans certaines synergies pour pouvoir peut-être mutualiser des choses et travailler intelligemment à la réduction du taux de chômage global, mais aussi à capter les forces vives pour qu'elles restent sur notre territoire. Didier, un taux de fidélité dans l'entreprise important, mais une conscience du fait qu'il faut quand même former nos jeunes localement. Oui, donc du coup, on a pris de nouveau une alternance. Il a fait un stage de 2 mois. Puis cet été, il est salarié de maintenance, on va dire classique, entre guillemets. Et on le prend en alternance pour qu'il fasse son bac+3 en automatisme et robotique. Et systématiquement, nous prenons des jeunes en alternance. Dès qu'il y a le moindre technicien de disponible en formation et que nous n'avons pas une autre personne, nous disons oui. Du BE, du bac pro jusqu'au bac+3, licence et tout ça, nous disons oui tout le temps à l'alternance et à la formation. Voilà. Et nous venons d'embaucher un tout jeune ingénieur pour me suppléer aussi dans le bureau d'études. Voilà, c'est donc des forces vives qui arrivent en Lozère et qui vont y rester. Bon. Oui, Jalil. Non, c'est un sujet très important pour nous aussi, bien sûr, la formation, parce qu'il va falloir former. Les besoins de l'économie qui se relancent sont énormes dans tous les secteurs. On a cité quelques secteurs qui sont en tension, mais tous les secteurs aujourd'hui ont besoin vraiment de ressources humaines. On doit former pour les métiers d'avenir, les métiers de verts, mais aussi pour l'aéronautique, mais aussi pour l'industrie. Il y a plein de secteurs qui sont aujourd'hui en tension, donc on continue à former. La région forme les demandeurs d'emploi, c'est des montants importants, c'est plus de 230 millions d'euros qui sont dédiés chaque année à la formation des demandeurs d'emploi et aux personnes en reconversion. On a aussi réduit les contingences pour la formation intra-entreprise, ça c'est très important parce que des entreprises parfois ont besoin de former des petites contingences pour leurs propres besoins et les besoins de leurs partenaires et de leurs clients. Donc on finance aussi ça du moment qu'un demandeur d'emploi trouve un emploi, on fait tout pour l'accompagner, que ce soit sur la formation, mais aussi sur ce qu'on a appelé le pacte pour l'embauche, pour l'aider dans son environnement, sur la mobilité, sur l'hébergement, sur la garde d'enfants, etc. Donc on a mis en place avec nos partenaires, ils sont une 50aine, les départements, les consulaires, les syndicats professionnels, les syndicats de salariés, on a mis en place tout un écosystème pour accompagner au retour à l'emploi. Jalil, on est très fiers de te montrer ce que la Lozère industrielle sait faire. Cet après-midi, tu vas visiter une autre entreprise, c'est l'entreprise Boucharin à Saint-Chély. Romain, le jeune gérant, a été primé. Il était le week-end dernier à l'Elysée primé pour le fabriquer en France. Donc on a un vrai tissu industriel. Et moi j'aime à dire que même si nous sommes dans la ruralité, nous sommes un territoire industriel. Et on le prouve à travers le chiffre d'affaires que produit la Lozère. On le trouve à travers le nombre d'emplois que génère l'industrie. Et on le prouve notamment à travers l'export. Je pense que tu le sais, mais sur l'Occitanie, 13 départements, dont seulement 4 contribuent positivement à la balance commerciale du pays. Et oui, dont la Lozère. Alors certes, des chiffres mineurs, mais la Lozère fait partie des 4 départements qui ont une balance commerciale positive. Ce qui veut dire que l'export, et c'est un peu ta partie aussi, l'export, il est dynamique. Absolument. Et il y a des équipes régionales, une team France Export, un réseau consulaire aussi qui est derrière. Et ça m'a même à parler du chassé à meute, que quelqu'un cite souvent, n'est-ce pas
et d'un pack. C'est-à-dire que dans l'industrie, on a besoin de vivre ensemble et d'avoir des aventures à l'export. On ne réussira que si nous travaillons ensemble sur ces sujets-là. Alors, tu as raison de rappeler l'effort de la Lozère sur la balance commerciale, donc sur les quelques départements qui sont effectivement dans une balance commerciale positive. Si je prends la région Occitanie, en tant que telle, c'est une des 3 régions françaises avec une balance commerciale positive. Alors certes, portée par les avions, notamment parce qu'on en vend beaucoup. Le vin, les avions. Mais nous, on a aussi du vin, mais on a aussi de l'industrie. On n'a pas de vin. Non, mais on a de l'industrie. On n'a pas d'avion et on a de la positif. cosmétique, on a de la cosmétique, on a de l'industrie, Oui. on a des pièces mécaniques qui sont de haute valeur et on a donc une contribution globale. Mais en tout cas, la Lozère est positive dans sa balance commerciale et c'est bien. Et la région Occitanie l'est aussi et c'est une des contributrices de donc, cette balance commerciale nationale. Bien sûr, on a une team Occitanie Export qui regroupe l'ensemble des acteurs dans la CCI internationale, dans évidemment Business France et la ADOC. Et on travaille intelligemment ensemble sur les salons, sur les conventions d'affaires à l'international. On emmène vraiment des délégations importantes et je sais que là, le travail se fait en intelligence et en complémentarité. Qu'est-ce que tu peux dire aux industriels qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément en mode projet? Est-ce qu'on active tout de suite? Qu'est-ce qu'on leur dit là? On a besoin de vous? Non, bien sûr qu'on a besoin d'eux. On a besoin. Moi, je suis dans une délégation que m'a confiée la présidente Carole Delga, qui est l'innovation. Tout le monde sait Oui. quelle est son importance. L'économie et l'emploi, on en a parlé, mais aussi la réindustrialisation. Et je vais vous donner plutôt une anecdote plutôt que de faire des longs discours. Quand j'ai créé mon entreprise en 1999, c'est une entreprise industrielle, c'est une PMI. Et donc on fait de la production, on a un atelier de production, on a un laboratoire, on est aussi centre de formation. Et bien à cette époque-là, personne n'était autour du bébé, sauf l'école des mines et le maire d'Alès. Mais les autres n'y croyaient pas, les banques n'y croyaient pas, les financiers n'y croyaient pas, parce qu'on m'a dit que j'étais à l'envers, j'étais à contre-courant, que l'industrie était partie de France, qu'elle est en Chine, dans des pays de l'Est ou dans des pays du Maghreb. Eh bien, c'est quand même un sacré... on va dire honneur pour moi que la présidente Carole Delga me confie la responsabilité de la réindustrialisation de notre région qui se fera en harmonie, en intelligence dans le cadre de la politique de réindustrialisation de la France et de l'Europe. Mais vous voyez, donc ça veut dire aujourd'hui, qui peut remettre en cause la nécessaire réindustrialisation? Personne. L'industrie a pris des galons suite à la crise du Covid, c'est tant mieux, c'est heureux. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte, il faut qu'on continue dans cette dynamique à croire que ça crée des emplois durables, ça crée des emplois territorialisés. C'est un ancrage, on ne part pas du jour au lendemain. Et puis ça crée des emplois bien rémunérés et donc formateurs et bien rémunérés. Donc il faut qu'on continue l'attractivité des territoires, il faut qu'on continue le travail avec vous de l'attractivité de l'industrie, de sa féminisation et puis de décloisonner un petit peu les vieux, on va dire, concepts, les vieux adages qui disaient que l'industrie c'était ça, l'industrie c'est vieux. Ouais. On n'est plus à l'ère d'Émile Zola, on est dans une ère où l'industrie est moderne, technologique, qui prend en compte les préoccupations des citoyens en termes d'environnement, mais aussi de bien-être et donc de formation, d'ancrage territorial. Donc c'est important de se mobiliser à nos côtés. Je te laisserai conclure dans 2-3 minutes. Jalil, Didier Dubin, quand on a préparé, comme ça, là, il avait pétoche et là maintenant on l'arrête plus. Là. Il voudrait que ça continue encore 1 heure. Moi j'ai la trouille, une seule trouille, c'est qu'il y ait des robots qui s'échappent parce qu'il y en a de partout ici. Non, mais on est dans une atmosphère qui est géniale. C'est vrai Didier, qu'on a un tissu Didier, industriel. Voilà, un mot de conclusion sur la Lozère, présentation de demain de l'entreprise. On a 12 robots. Demain, on en a 4 de plus. Et après-demain, on en a encore 3 de plus. Voilà, donc du coup, ça permet... Les gens sont hyper motivés, quel que soit leur niveau qu'ils ont dans l'entreprise. Et c'est hyper valorisant de venir travailler chez nous parce que ça leur permet de découvrir des nouvelles technologies. Ils savent qu'ils sont hyper libres, ils peuvent toucher les pupitres comme ils veulent. Il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir débugger le problème ou autre s'ils ont fait une bêtise. Et ça arrive rarement. Et c'est l'industrie décomplexée, il n'y a rien de compliqué, tout le monde avance et c'est comme ça que je suis bien entouré de superbes gars. Voilà. Trop discrète cette industrie finalement dans l'Occitanie, des chefs d'entreprise qui communiquent peu.
Ouais, ils se font entendre de plus en plus. On fait un gros travail avec tous les industriels, avec l'IEMM, avec tous les centres de formation de l'industrie. Je pense qu'on est on va dire, c'est pas une question de discrétion, c'est une question maintenant d'efficacité et de se mettre au diapason des enjeux et au travail tous ensemble. Je pense honnêtement, vous l'avez dit, ce qu'il nous faut, c'est cette intelligence collective qu'on a héritée de cette crise Covid qu'il va falloir perpétuer et gagner, que chacun de nous soit sur des fiertés passées pour pouvoir se mettre au diapason, travailler au service du territoire, travailler au service des entreprises, de l'emploi et de nos citoyens. Et c'est tout le sens de notre engagement. On doit être dans un engagement sincère, total, qui n'est pas orienté. Et pour cela, il nous faut bien sûr s'appuyer sur les acteurs, les faiseurs. C'est pour ça qu'on vient sur le terrain, c'est pour ça qu'on visite des entreprises aujourd'hui et demain. C'est pour ça qu'on est tout le temps sur le terrain. C'est Carole Delga qui dit « Mon bureau, c'est le terrain » et elle a raison. On est tout le temps sur le terrain. On n'est pas en train de faire des théories et des dispositifs qui sont déconnectés de la réalité. Les élus locaux, je salue Madame Mayol, donc, qui est ma collègue qui est ici et qui fait un travail ici important. Je salue aussi tous nos représentants, la maison de la région, les agents ad hoc qui travaillent avec vous en intelligence. On chasse à meute. Et c'est vrai. Et donc moi, je suis venu pour, je crois, 4 fois depuis notre élection ici. Je reviendrai pour présenter d'abord ce qui évolue, ce qui change, mais aussi à chaque fois que vous en aurez besoin ou vous le solliciterez. Donc je suis là à votre écoute pour accompagner cet élan, pour ne pas oublier les territoires, et surtout des territoires comme la Lozère qui, pendant peut-être un certain temps, avaient le sentiment, je le dis, vous le dites, de pas toujours être écouté ou d'être oublié. Ce n'est pas le cas. La présidente Carole Delga a toujours été présente ici. Elle nous a demandé de continuer le travail qu'elle a engagé avec sa majorité. Et on est sur le terrain avec vous, à vos côtés, pour travailler ensemble. Et peut-être un dernier mot, ad hoc, un outil de conquête d'entreprise sans complexe. On est chasseur aussi d'entreprises à l'extérieur pour accueillir. On a mis en place toute une stratégie de captation de projets exogènes, donc qui soient d'autres régions, mais surtout de l'international. Il y a une équipe qui travaille sur ça. On reçoit beaucoup de sollicitations. On doit avouer qu'on a une difficulté sur la disponibilité du foncier économique, notamment pour les gigafactories, les mégafactories. Ça demande beaucoup de foncier. On n'a pas forcément beaucoup de possibilités. Et puis il y a des cas de charges assez énormes. On a une commande quand même, c'est celle d'essayer de séduire tous ces investisseurs exogènes pour qu'ils aillent dans les territoires et qu'ils ne flèchent pas toujours leurs investissements autour de Toulouse et de Montpellier, qui sont par nature très attractives. Je rappelle juste que la région Occitanie est la région la plus attractive de France en matière de flux et de population. On reçoit 40 000 personnes nouvelles qui s'installent en région chaque année avec 20 000 actifs. Donc il faut créer à peu près 20 000 emplois, 2 000 environ par mois, 24 000 emplois, pour que le chômage n'augmente pas. Donc on a cette attractivité, qu'elle soit touristique, technologique, universitaire, c'est tant mieux pour nous, mais elle a aussi des conséquences d'un effort colossal pour qu'on puisse continuer à résorber le chômage et à donner les meilleures qualités de vie à nos concitoyens. Didier, heureux ce matin? Heureux ce matin? Ouais, ça va, impeccable, ouais, bien content d'avoir reçu la région. Et Jalil aussi, content d'être là? Oui, ravi à chaque fois que je reviens ici. Alors, d'abord, je le coupe, Jalil c'est un mec simple. Merci. Vraiment le top. Voilà. J'ai vraiment aimé cette Moi, matinée. sincèrement, on a échangé ce matin avec beaucoup de monde. Il y avait tous les représentants. Je les remercie d'ailleurs, du conseil départemental, les maires, les consulaires, la chambre des métiers, enfin le MEDEF, tous les représentants, on va dire, des forces vives de ce territoire étaient là. Ils étaient là à chaque fois que je suis venu. Je suis sensible à cette question-là, de mobiliser l'ensemble des acteurs pour qu'on travaille ensemble. Ils savent que je suis sincère dans mon engagement. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à transformer nos volontés, notre envie de travailler ensemble en action, en acte. Et on va travailler sur ça. Je suis bien accueilli ici, je me sens bien. J'aime beaucoup ce département. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous deux. Merci Didier de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau 48 Échos. Bonne journée. Au revoir.